Catherine Rigbusch, la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'écologie suite à un article du Figaro du 23 mars 2019. La truite du lac désespère le parc de Yellowstone. Alors, c'est un article du Figaro du 23 mars 2019, donc c'est assez récent. Et cet exemple est très intéressant parce que les scientifiques ont montré qu'une truite a été introduite de façon totalement illégale à Yellowstone. Donc vous voyez, il y a des bêtises qui sont faites sur le plan humain, même quand c'est protégé, au nez et à la barbe des gardes, ce qui n'est pas normal, juste pour des considérations de pêche. Et donc ce problème génère des problèmes sur tout un écosystème, tout est un écosystème est touché, vous avez des problèmes avec les ours, vous avez des problèmes avec des loutres, vous avez des problèmes avec deux espèces d'oiseaux, pêcheurs, vous avez des problèmes avec une autre truite et il y a des répercussions sur le zooplancton et les proies de ces autres animaux. Donc là, c'est tout un écosystème qui a été touché. Donc il est important de comprendre que même pour pêcher, on ne fait pas n'importe quoi, même pour une pêche que l'on recherche. Donc mes autres sources sont Wikipédia qui parle un peu de chaque animal. Il parle pas exactement du problème en particulier, mais il parle de la truite fardée de Yellowstone, qui est la truite qui est victime de l'autre truite, qui est la Touladi, ou truite grise, et un site que j'ai trouvé, Technologie Média, qui reprend plus scientifiquement que ne le fait le Figaro, et qui n'a pas tout à fait la même version, cette histoire. Alors la source principale de ces sources, c'est le chercheur Todd Coel qui a étudié 37 années de statistiques, de données pour comprendre ce qui s'était passé. Et je vais vous expliquer en gros ce qu'il a trouvé. Tout d'abord, nous allons parler de la truite fardée. La truite fardée est déjà, ce que l'on peut dire, c'est que elle a diminué partout suite aux surpêches et à la destruction de son habitat causée par l'exploitation minière et l'urbanisation, tant au Canada, en Colombie-Britannique, qu'au Yellowstone. Des espèces introduites de d'autres truites, comme la truite arc-en-ciel, la truite Touladi, ont aggravé la situation. Des sécheresses récentes ont favorisé leur capture par des oiseaux migrateurs, bon ça c'est global, c'est pas qu'à Yellowstone, comme le pélican. Toutes les truites fardées se nourrissent de mouches, donc sont recherchées par les pêcheurs à la mouche. Voir donc le film et au milieu coule une rivière qui nous fait beaucoup rêver lorsque à la pêche à la mouche, même lorsqu'on n'a jamais pêché à la mouche, parce que c'est montré tout l'aspect, la beauté de la pêche, de cette pêche qui est une pêche assez tranquille, plus une pêche on fait semblant de ressembler à l'insecte sur l'eau pour essayer d'attirer la poisson plutôt que de pêcher fastidieusement à la traîne. Et donc les truites fardées dans le parc de Yellowstone doivent obligatoirement être relâchées. C'en est à ce point-là. Donc, pour pouvoir la préserver, donc ce n'est pas une truite à Yellowstone que l'on pêche pour de la consommation, ce n'est pas possible. Elle est trop en difficulté. En dehors du parc, évidemment, on peut faire pas mal de choses, malheureusement, et alors qu'elle n'a pas de problème spécifiquement, uniquement à Yellowstone. Un autre problème, c'est que en même temps que cette truite, ça touche un symbole, le symbole des USA, dont tout le monde a vu l'aigle à tête blanche, tout le monde l'appelle aigle royal. Non, c'est pas un aigle royal, c'est Alliaetus leucocephalus, autrement dit le pigargue à tête blanche. C'est le symbole des USA et il est hyper protégé. Nous allons voir pourquoi. Donc, la truite fardée, Oncorhynchus clarki,
En fait, c'est une truite avec des reflets soit argentés, soit dorés, soit cuivrés, soit même les trois à la fois. Elle a une queue qui n'est quasiment pas fourchue, assez droite. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sous-espèces de truites fardées. Ce qu'on entend par sous-espèce ou variété, c'est des individus assez différents pour avoir des caractéristiques différentes, mais qu'on peut encore croiser entre eux pour donner des hybrides fertiles, mais qui n'appartiennent pas, en fait, à la même espèce, se différencient par certaines caractéristiques, et lorsqu'ils donnent des hybrides, ces hybrides eux-mêmes sont fertiles, alors que si on croisait deux espèces différentes qui arrivent quand même à se croiser, le résultat sont des hybrides infertiles. Pas toujours, mais souvent. Donc, en fait, il y a deux de ces truites, celle qui habite la Colombie-Britannique, c'est Ocorhynchus clarki levisi, et celle dont nous parlerons plus dans cette vidéo, c'est Ocorhynchus clarki bouviri, spécifique de Yellowstone. Donc faites attention quand vous faites des recherches, c'est très important, faites vraiment attention, parce que vous allez tomber sous le terme générique de truite fardée sur deux variétés différentes et les données peuvent varier. Donc soyez attentifs à ce qui est dit, sachez si c'est l'une ou l'autre truite parce que ça peut avoir des répercussions. Ce qui se passe pour la truite de Colombie n'est pas tout à fait la même chose, c'est ce qui se passe pour la truite de Yellowstone, Colombie-Britannique. Alors, la truite fardée, elle est protégée, c'est une catégorie vulnérable, que ce soit en Colombie-Britannique ou à Yellowstone. Dans les deux cas de sous-variété, de sous-espèce, c'est une espèce qui est un risque de disparition, donc il faut faire attention. L'habitat, c'est des eaux pures et froides, avec différents types de couverts pour survivre, se cacher, parce que oui, c'est un poisson pas si gros que ça. En tout cas, la taille, c'est de 15 à 23 cm. Ça dépasse rarement 41 cm. Ça peut aller jusqu'à 1,4 kg, mais ce n'est pas encore le très gros poisson. Donc, ça va être un poisson qui va pouvoir être mangée par d'autres poissons, d'autant plus qu'elle ne se nourrit pas, elle, d'autres poissons, contrairement aux autres espèces de truites. Elle se nourrit essentiellement d'insectes. Et donc, c'est ce qui fait, comme je vous l'ai dit, un individu, un type de poisson très recherché par les pêcheurs à la mouche. Et l'espèce qui a été introduite totalement illégalement pour des notions de pêche, c'est Salvelinus nameicus, dit touladi ou truite grise. Quand on vous parle de touladi ou de truite grise, c'est la même chose. Donc vous voyez, autrefois, tout à l'heure, nous avons un seul nom vernaculaire pour deux sous-espèces scientifiques. Là, nous avons deux noms vernaculaires pour une seule espèce sans sous-espèce à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, qui pose problème. Alors, c'est un indigène du Québec, et au Québec, il y a des problématiques d'extinction sur cette espèce, mais c'est au Québec. Ça ne veut pas dire partout, et comme nous allons le voir, ce n'est vraiment pas partout. L'habitat, c'est les eaux froides et claires, bien oxygénées, entre 10 et 12 degrés, dans les lacs profonds et peu profonds. Sa queue est plus profondément fourchue, donc on peut, sur de petits individus, facilement faire la différence entre les touladis et les truites fardées, rien qu'à la queue. Elles peuvent vivre 40 ans et atteindre plus de 1 mètre et peser plus de 30 kilos, la moyenne étant plutôt à 18 kilos. C'est ce qui fait que c'est un individu qui va être vraiment très populaire pour la
pêche sportif, soit pêche à la traîne, soit pêche au lancer, un peu comme à la pêche à la mouche, mais là c'est lancer, c'est un peu plus compliqué puisque il s'agit d'imiter le poisson sous l'eau, quoi. Donc ça va être avec des cuillères lourdes qui vont attirer le poisson. La pêche à la traîne est la plus pratiquée. Donc en fait, c'est une pêche où on va se fatiguer, surtout parce que l'animal est gros. Donc, vous voyez, c'est pas forcément le type de pêche le plus fin comparé à ce qu'on voit avec la pêche à la mouche. Le problème de tout l'a dit, il y a une disparition au Québec par une surexploitation, justement à cause de cette pêche. 90% des baisses de population de Touladi ou truite grise au Québec sont dues à cela, uniquement à de la surpêche. Donc vous voyez, il faut faire vraiment attention, il faut écouter les scientifiques. Moi je sais qu'il y a des organismes de chasse qui écoutent énormément les scientifiques, hein. Mon père en a fait partie, il a participé à des comptages. Et même, je suis sûre qu'il y a certains pêcheurs, certains organismes de pêche qui le font, mais tous ne le font pas. Que ce soit pour une pêche détente, là vous voyez, c'est un problème de pêche détente, pas de professionnels, donc mettons pas tout sur le dos des professionnels. C'est plutôt une pêche touristique, mais il y a aussi eu des problèmes et encore des problèmes avec la pêche dite professionnelle. Je le raconte très bien dans une conférence que j'ai mis en vidéo. Je vous y renvoie si vous voulez en savoir plus. Alors, les 10% restants du problème de cette truite dans le Québec, c'est de l'eutrophisation, donc c'est-à-dire de l'anoxie, la perte de l'oxygène du milieu par prolifération d'algues vertes microscopiques. C'est dû en fait à l'augmentation d'azote et de phosphore, donc tous les problèmes agricoles dans le milieu naturel. Il y a baisse de la lumière et plus ou moins à long terme, mort de l'écosystème. Mais ce n'est pas ce qui est du tout ce qui lui arrive à Yellowstone où elle devient vorace et donc même si c'est ça qui est intéressant pour vous faire comprendre les choses, c'est pas parce qu'il se passe une chose dans le monde que c'est partout dans le monde que ça se passe pour cette truite. Elle est en régression dans le Québec, mais à Yellowstone, elle est vorace et crée une catastrophe. Donc vous voyez bien qu'il faut vraiment étudier chaque écosystème et ne pas faire n'importe quoi. Et que c'est important d'écouter les scientifiques qui font des études, qui ne travaillent pas pour rien. Et ce n'est pas en termes d'écologie les politiques qu'il faut écouter, c'est vraiment les scientifiques pour être sensibilisés à ça. Et après, parce que vous savez les répercussions sur les écosystèmes, vous avez davantage envie de faire des efforts au quotidien pour préserver tout ça. Alors, si l'on voit Star Wars, on ne voit un personnage qu'une seule fois, l'Exogort, et bien la voix off que je suis et le maître hibou se pose quelques questions suite à ça. Alors, un individu qui est touché, c'est le balbuzard pêcheur ou Pandium alliatus. Comme son nom l'indique, c'est un oiseau typiquement pêcheur qui me plonge même sous l'eau pour attraper ses proies, qui est très impressionnant pour ça. Donc là, je vous l'ai dessiné. Et si vous regardez les caractéristiques du balbuzard pêcheur, Pandium alliatus, envergure 145-170 cm, longueur 50-58 cm, poids de la femelle 1700, mâle 1400 grammes, durée de vie environ 20 ans, mais mortalité de 50% de la première année. C'est-à-dire que vous avez la moitié des poussins qui meurent la première année. Ils ont 3 œufs, je crois, par nid ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est énorme pour le peu de poussins qui naissent. Déjà au temps normal. La nourriture, pêche par plongeon de 20 à 30 mètres de hauteur. Ils rentrent dans l'eau et le lieu, c'est les Grands Lacs. Alors, qu'est-ce qu'un chercheur comme Todd Coel a trouvé? C'est que ces balbuzards ont été décimés suite
au fait que la truite fardée a régressé parce que c'est la seule nourriture naturelle, c'est le poisson. Et particulièrement, cette truite à Yellowstone, ils n'ont pas pu se retourner vers un autre poisson. On verra pourquoi. Le balbuzard plonge, mais ne va pas en profondeur, là où va la truite touladi, en fait. Et donc, il y a eu une forte réduction des nids. Il y a quelques balbuzards qui ont réussi à migrer à 10 km vers la rivière Snake, un peu plus loin que le lac, et qui ont réussi à coloniser un nouveau milieu. Mais il faut bien dire que pour ces oiseaux, ça a été une catastrophe au niveau des populations. Alors, revenons à Eliatus leucophalus, ou pigargue à tête blanche, qui est un aigle qui pêche aussi. Donc vous voyez, je vous ai dessiné un peu l'aspect qu'il présente quand il va pour pêcher. Mais lui ne rentre pas dans l'eau. Il pêche en restant hors de l'eau. Il ne rentre pas dans l'eau. Il attrape en plein vol, sans plonger, les poissons. La population de pigargue à tête blanche était toujours fragilisée depuis très très longtemps, et ça fait longtemps que cette population est protégée. L'envergure du mâle, on voit, c'est un peu plus grand que le balbuzard. Le poids de la femelle, en moyen, c'est plus grand aussi. Normalement, on pourrait penser qu'il puisse la truite grise la pêcher parce que ce sont quand même des oiseaux de taille un peu plus imposante, mais ils pêchent en surface, et la truite grise, elle va en profondeur pour pêcher. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas accès à ça. Leur nourriture, essentiellement du poisson, truite et saumon, et normalement. Et en cas d'hiver, c'est des charognes d'ongulés, de baleines, tout ce qu'il peut trouver, c'est plutôt des charognes. Et c'est de la pêche de surface. La non-reproduction qui démarre un peu tard, à 4 ans. Ils n'ont que 2 œufs et l'espérance de vie est de 20 ans. Les lieux sont les montagnes et massifs forestiers très divers, donc ils vont pêcher dans les lacs avoisinants et les rivières, mais ce n'est pas les grands lacs comme le balbuzard. C'est un milieu légèrement différent, mais ils peuvent se retrouver parce que ce sont 2 oiseaux pêcheurs. 70% de la population de pigargue à tête blanche a diminué suite à ces problèmes de truite grise ou touladi. Donc vous voyez, c'est pas anodin. Et le pigargue à tête blanche a pu se rétablir un peu parce qu'il s'est tourné vers la consommation de jeunes oiseaux d'eau, cygne trompette par exemple. Et donc vous voyez bien qu'il y a une déviation du régime alimentaire normal. Et donc, qui dit déviation du régime alimentaire normal, dit, je vous renvoie à mon étude sur le furet où le chien de prairie avait je sais pas combien de fois, dit concurrence avec d'autres espèces où il n'aurait pas normalement devoir y avoir concurrence. Donc, ça ne va pas, c'est un déséquilibre, en espérant qu'il sera temporaire, que la nature va régler les choses, mais on peut pas toujours demander à la nature de régler les choses elle-même, surtout quand l'homme va trop loin. Il y a eu un autre problème, ça a été la loutre. Alors, la loutre, en général, on le dit lutrinée. Alors, nous, on ne sait pas trop faire la différence. Même moi, en tant que biologiste, j'ai pas étudié les différents loutres de rivière. En général, les loutres sont plutôt de rivière, mais pas seulement. Il y a une espèce qui vit, la loutre de mer en mer. La lutrinée, c'est une sous-famille de petits carnivores de la famille des mustélidés. Donc, on se rapproche du furet et du putois. C'est pas si loin que ça du furet et du putois. Si vous voulez, c'est comme si on comparait un chien et un chat. Et un furet, un putois par rapport à une loutre, c'est pareil. C'est pas la même famille, mais c'est quand même voisin. Elle est en réintroduction dans de nombreux pays parce qu'elle a été chassée comme le castor pour sa fourrure. Puis ce qui est arrivé, c'est que des pollutions d'eau, des accidents de la route, des intoxications au plomb, au cadmium,
Et la disparition des zones humides ont fait qu'elle a disparu et donc on essaie de la réintroduire par un système de réintroduction par l'humain. Et vous voyez que donc c'est quand même une population sensible. La nourriture, 50 à 90% de poissons malades. Donc, elle n'est pas responsable de la disparition de la truite fardée, parce que même si c'était son repas quotidien à Yellowstone, eh bien, en fait, elle s'intéresse plutôt aux poissons malades, plus faciles à capturer. Donc, c'est plutôt une sélection, éliminer les poissons malades pour garder les poissons sains. Et le reste, c'est plutôt des batraciens, petits mammifères, crustacés et parfois même d'oiseaux. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette loutre? Eh bien, elle est passée à d'autres espèces de poissons et elle a consommé un peu plus de batraciens. Et donc, on n'a pas trop l'impact sur... vous allez voir des différences, mais... sur mes schémas et ce que je mets, c'est dû à mes deux sources. Les deux sources ne disent pas tout à fait la même chose et je n'ai pas pu tout vérifier. Et le zooplancton, il y a quelque chose qui se passe au niveau du zooplancton. Comme vous le voyez, il y a une raréfaction des petits poissons. Ils sont moins mangés par très vraisemblablement, j'ai pas eu l'explication, mais ils augmentent de taille. Et le fait qu'ils augmentent de taille, visiblement, c'est un signe de diminution, d'après les chercheurs, de la biodiversité. S'il y a moins de petits poissons qui les mangent, parce que moins d'espèces de petits poissons, plus de grosses espèces plus spécialisées dans pêcher, manger d'autres poissons, eh bien, je pense que c'est ça qui fait que les zooplanctons augmentent de taille. Alors, qu'est-ce que le zooplancton? C'est des petits animaux sous forme, grosso modo, de crevettes. Je vous ai pas dessiné la daphnie parce que ça vous intéresse pas forcément. La daphnie est le zooplancton le plus connu d'eau douce. Tous les chercheurs ont vu comment il se reproduisait dans des endroits secs. Vous avez des espèces, c'est souvent des espèces semi-transparentes aux formes bizarres, soit en forme de crevettes ou en des espèces de toutes petites puces de mer ou de petites méduses ou de petites étoiles de mer. Donc ça ressemble un peu à la petite faune marine, mais encore en plus petit et plus blanchâtre, plus transparent. Et puis quand c'est de couleur, c'est des couleurs en général assez translucides. Alors la nourriture du zooplancton, c'est le phytoplancton, donc les algues microscopiques, grosso modo. Ça augmente en nombre dans les eaux froides et ça récupère pas mal de réserves lipidiques dans ces eaux froides et ça permet une meilleure survie en eau froide. Quand dans les mers il fait plus froid, ça permet aux prédateurs d'avoir de meilleures réserves de graisse parce qu'il y a ce zooplancton a la faculté dans les eaux froides d'accumuler plus de lipides en se nourrissant de phytoplancton et d'augmenter en nombre, mais en nombre, pas en taille. Par contre, l'augmentation en taille, c'est signe de perte de la biodiversité. Donc, regardez pour les scientifiques la taille du zooplancton, de quelle taille ils font, comparer les tailles, c'est visiblement un signe de savoir dans quel état est votre écosystème aquatique. Alors, l'ours brun, dans l'article que j'ai eu, il parle surtout de l'ours brun, mais il parle aussi d'ours noir dans l'autre article que j'ai vu après, par Technologie Média. Et donc, c'est l'Ursus arctos. Bon, c'est la majorité des ours, c'est ce qu'on appelle l'ours brun. Mais en fait, il existe aussi des ours noirs aux États-Unis qui n'appartiennent pas à la même espèce, ni même le même genre d'ailleurs. Donc, Ursus arctos, 130 à 700 kg, suivant les variétés, de 1,50 m à 3,30 m, vitesse 55 km/h, nourriture, plantes, racines, petits mammifères, insectes. Donc il est à 75% végétarien, c'est peut-être pour ça que ça fait partie des populations qui n'ont pas été trop touchées par cette histoire, mais il a dû quand même
changé son alimentation. Il s'est tourné vers les jeunes élans et ça aurait posé problème parce que les jeunes élans, eh bien, c'était la source d'alimentation des loups en réintroduction à Yellowstone. Donc vous voyez, voilà, après ça fait ricochet. C'est comme quand vous lancez un galet. Bon, vous lancez un galet, il fait une onde dans l'eau, mais quand vous le faites tomber à pic, il y a qu'une onde qui finit par se disparaître. Alors que si vous faites des ricochets à la surface de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Chaque onde créée par chaque ricochet du même caillou va s'entrechoquer entre elles et va faire des ondes de façon exponentielle. Eh bien, en écologie, c'est pareil. C'est donc, on est un peu dans cette sensation que il faut être dans ce qu'on appelle, c'est un peu la mode des sciences orientales, des philosophies orientales, dans ce qu'on appelle le taoïsme. On fait telle chose à tel endroit parce que c'est la période, en telle quantité, pas plus, parce que c'est le bon moment pour respecter la nature, parce que c'est bien pour son corps. Et pas des excès, ça c'est bon pour moi, comme on voit à l'occidental, ça c'est bon pour moi, je mange ça à fond, puis après on tombe malade, parce qu'évidemment on en a abusé, non. Il n'y a rien de totalement malsain ou de totalement sain pour la santé. Il y a des choses plus bonnes que d'autres, sur lesquelles vous avez plus besoin en grande quantité, donc vous en avez plus besoin en grande quantité, et il y en a d'autres que vous avez besoin en petite quantité, et si vous dépassez ces quantités, que ce soit les choses que vous devez manger en grande quantité ou en petite quantité, si vous respectez pas ces quantités, il va se passer un problème. Et c'est pareil, on ne mange pas pareil en hiver qu'en été. En été, on va se rafraîchir, surtout dans nos pays tempérés où il y a vraiment des saisons marquées. Et en hiver, on va plutôt manger pour se réchauffer. Je caricaturise. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. On doit respecter aujourd'hui, au jour le jour. Je prélève ça dans le milieu. Je n'introduis pas quelque chose qui n'a rien à y voir. Non, non. Et du coup, là, on est dans le respect de l'écosystème. Et sinon, je vous ai fait un petit dessin. Si vous ne respectez pas ça, vous voyez, c'est le bazar. Vous avez de la truite fardée, plus de truite fardée. Du coup, la truite, tout l'a dit, ce qui a bouffé la truite fardée et même lui a fait concurrence simplement en mangeant ses autres poissons insectivores, puisque la truite fardée est insectivore. Bien, il n'y a plus de poissons qui mangent des insectes. Il n'y a plus qu'un prédateur redoutable, ultra vorace. Je le répète, ça c'est pas pour le Québec. Si vous trouvez des trucs sur le Québec, c'est pas la peine de venir. Oui, mais ça c'est à Yellowstone. Et donc, du coup, comme ces poissons, notamment la truite fardée, mais aussi d'autres poissons qui se nourrissaient de phytoplancton, ne sont plus là, ça augmente en taille. Les loutres, ne pouvant plus manger ce poisson, se dirigent vers d'autres poissons qui diminuent. Donc, ça fait qu'il y a encore augmentation de taille du zooplancton et se rabat sur les batraciens, insectivores eux aussi les batraciens. Si vous voyez les balbuzards ne peuvent plus avoir accès, leur population diminue. Les pigards gâtés blanches, ils ont du mal, leur population diminue et ils migrent un peu ou se rabattent sur d'autres oiseaux, mais ce qui permet de remaintenir un peu une population, mais c'est pas tip top, c'est pas tout à fait ça. Donc vous voyez, il y a quand même une catastrophe. Les ours ne pouvant plus pêcher de truites fardées, ne pouvant pêcher, même s'ils en ont le gabarit, la truite grise ou tout l'a dit qui est plus en profondeur, se rabattent vers les jeunes élans, entrent en concurrence avec le loup en introduction depuis peu, en réintroduction plutôt, parce qu'on réintroduit des espèces, on ne les introduit pas. L'introduction est néfaste, la réintroduction rétablit l'écosystème, c'est ça la différence, on remet que ce qu'il y avait avant. Eh bien, du coup, il y a une concurrence pour un même animal, les élans juvéniles
les moins habiles et les un peu moins protégés du troupeau. Donc vous voyez que tout l'écosystème est touché et donc ça ne va pas. Et pourquoi à la base? Tout simplement parce que quelques pêcheurs, se croyant plus masculins, plus hommes, plus ceci, plus fort, peu importe, pour des notions d'ego, veulent à tout prix des poissons de grande taille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le silure en Europe? Au niveau du Rhin et du Rhône, on ne sait pas s'ils ont été introduits de façon illégale, comme c'est le cas à Yellowstone. Ça, on n'a pas pu prouver, ou si les œufs ont été amenés par des oiseaux, mais toujours est-il qu'il y a un problème. Et quand vous voyez des pêcheurs qui se targuent de relâcher des silures, non. Les silures, ils sont faits pour le Danube. Ils n'ont rien à faire dans le Rhin et le Rhône, où ils font des dégâts absolument effroyables. C'est à tel point que maintenant, les silures ont tellement dévasté tout sur le Rhône qu'ils ont dû s'adapter. Là, c'est un peu le poisson vorace qui se mord la queue. Donc, il faut faire comme ce qui a été fait à Yellowstone, pêcher intensivement le poisson qui va pas, voire éventuellement les redéplacer au Québec, là où la truite grise manque. Mais il ne faut pas les laisser comme ça, il faut pas les relibérer. Alors ils pêchent leur silure et ils leur lâchent, c'est complètement crétin. Au contraire, il faudrait les enlever de là ou les remettre dans le Danube. Je sais pas si ça manque dans le Danube, mais dans le Rhin et le Rhône, certainement pas. Et ils en sont, les silures, à bouffer les pigeons qui viennent un peu boire l'eau. Ils s'aventurent un peu trop loin, un peu trop discrets, et ils deviennent très habiles à ça. J'ai vu ça dans un reportage. Donc c'est effroyable. Donc non, on ne doit pas faire de réintroduction dans le milieu sauvage pour la chasse ou pour la pêche. Non, non. Ça, c'est à bannir. Vous voyez bien que c'est source de problèmes. On a eu des tas de problèmes en Australie, mais en Australie, on ne savait pas. On a amené le mouton, on a amené le lapin à qui il a fallu refiler la myxomatose et maintenant on a des épis mondiales de myxomatose. Vous voyez les délires pour des lapins qui ne gênent pas. Vous voyez, il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on parle d'écologie. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut pas gaspiller votre énergie. C'est pour ça qu'on vous dit que l'eau doit être potable, pas seulement pour nous, mais aussi pour les animaux. Et de toute façon, si elle n'est pas potable pour les plantes et les animaux, un jour, elle ne l'est plus pour nous. C'est pour ça qu'il y a eu un film, Erin Brockovich, Seul contre tous, un excellent film que je conseille à beaucoup de regarder. Et donc, oui, c'est pour ça. Il faut que vous vous interrogiez un peu ce qui se passe, que vous vous informiez un peu, qu'est-ce qui se passe pour ces individus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la truite fardée reviendrait dans les petits affluents au niveau du parc Yellowstone, pas encore dans ce lac, suite aux efforts qui sont faits par Todd Coel pour pêcher le poisson qui va pas et demander à ce que les pêcheurs relâchent la truite fardée quand ils la pêchent. Donc ça reviendrait dans les petits affluents. Et donc Todd Coel est la source principale de cette étude. Il a fait des recherches de 1980 à 2017, donc sur 37 ans, sur des données, et a vu tous les effets progressifs de l'introduction de ce poisson envahissant qui n'avait rien à faire là. Il n'est pas envahissant au Québec, à Yellowstone, c'est la catastrophe parce que il n'est pas dans son milieu naturel avec sa proie habituelle qui peut se défendre un peu, avec les concurrences d'autres prédateurs qui régulent correctement. Je renvoie, j'ai expliqué la régulation proie prédateur dans ma conférence, je renvoie à la conférence pour ceux qui veulent en savoir plus. Et il y a aussi un autre ours qui est touché, Ursus americanus, qui est l'ours noir américain, qui n'est pas le même que l'ours brun, c'est pas la même espèce, on le voit rien qu'au nom latin. Et qui lui aussi a dû rechercher, là on le cite pas cet ours noir dans tous les articles, je sais pas pourquoi, mais qui a dû changer de substitution d'aliments, lui aussi.
les ours, eh bien, ils ont toujours été en régression en Europe depuis l'époque romaine, parce que chassés, parce que considérés comme prédateurs de l'homme. Et quand on sait que l'ours brun se nourrit à 75% de végétaux, ben maintenant, il faudrait peut-être le dire un peu plus, parce qu'on rigole un petit peu et on ferait peut-être un peu moins de bêtises. Je vous remercie de m'avoir écouté.